Bonjour à tous, je suis Emmanuel Bonnet, donc enseignant-chercheur à l'ESC Clermont Business School. Donc je suis ravi de participer à ce séminaire sur la redirection écologique. Donc l'objet de ma présentation prend la forme d'une question qui est que faire des business schools dans l'anthropocène. Ce qui va m'intéresser en particulier, ce sont les présupposés qui sont associés aux apprentissages en sciences de gestion et comment confronter ces présupposés à la redirection écologique. Donc en guise d'introduction, je partirai d'un lieu commun selon lequel nous vivons dans un monde fait d'organisation. C'est un principe un peu selon lequel les organisations sont les entités constitutives du monde, donc les principes organisateurs du monde sont ou seraient des organisations. Et de ce point de vue, si l'on s'en tient à ce monde organisé, les écoles de gestion, les business schools, forment au maintien en vie, au maintien en existence des organisations et du monde organisé. Et ce que je souhaiterais montrer dans cette présentation, c'est que si l'on s'en tient à ces présupposés, l'anthropocène ne peut pas être pris en compte par ces écoles, et donc cela implique, en termes d'apprentissage, d'apprendre à voir autrement le monde organisé. Donc dans cette présentation, je questionne d'abord la portée d'un diagnostic critique qui porte sur les business schools, qui est issu des études sur les organisations, telles que les Critical Management Studies, et en particulier la partie des perspectives critiques qui s'intéresse à l'éducation au management. Et ce que je propose de faire, c'est de mener jusqu'à son terme ce diagnostic pour le confronter à la redirection écologique et à l'anthropocène, en montrant que cela implique, ce diagnostic en fait implique de renoncer aux présupposés du monde organisé, en particulier lorsque ces présupposés deviennent des clichés au sens proposé par Gilles Deleuze, je préciserai dans la suite de la présentation. Ces clichés en fait nous empêchent de voir le monde autrement que sous la forme du monde organisé, et donc il s'agit d'apprendre à voir le monde dans lequel nous vivons, qui est plutôt, selon l'expression d'Anat Singh, un monde en ruine. Donc l'enjeu de la redirection écologique des apprentissages de la gestion ne consiste pas d'abord à s'émanciper du monde organisé, de sa domination ou de l'idéologie par exemple, ou à lui substituer des organisations alternatives, ou à projeter un monde futur, mais à éprouver le trouble d'un renoncement. Donc il n'y aurait pas, c'est ma proposition, de redirection écologique des apprentissages en sciences de gestion dans les business schools sans l'épreuve d'un trouble associé au renoncement. Donc quel diagnostic critique pour relever le défi de la transition anthropocénique? Donc si on part d'un peu plus loin, qu'est-ce qui relie finalement anthropocène et organisation? Donc là, je me base sur une citation qui est un élément de définition de l'anthropocène, selon laquelle l'anthropocène serait une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité et de la Terre, où les forces naturelles et les forces humaines se sont entremêlées, de sorte que le sort de l'une détermine le sort de l'autre. Donc il y a une sorte de co-détermination entre l'activité humaine d'un côté et ce qui est défini ici comme force naturelle. Donc immédiatement, on pourrait se dire, on est bien dans le monde organisé. L'anthropocène, c'est d'une certaine manière l'aveu que le sort du monde est associé à l'activité humaine qui peut prendre la forme d'organisation. Donc on pourrait se dire implicitement, développons des outils de management pour piloter l'anthropocène, par exemple. Donc ça, c'est une première lecture et qui, à mon avis, qu'il faut garder en tête parce que justement, je vais faire une contre-proposition à cette proposition. Et j'aimerais en fait souligner une autre perspective que j'aimerais creuser ici, qui consiste à dire que prendre en compte l'anthropocène dans les business schools et s'intéresser au mode d'existence des organisations dans l'anthropocène appelle plutôt à un décentrement du monde organisé. C'est-à-dire l'idée que l'organisation est centrale, une entité constituante du monde dans lequel nous vivons.
et que l'activité humaine finalisée n'est pas donc le principe organisateur du monde humain et non humain, et qu'il n'y a pas par conséquent de management de l'anthropocène. Donc, le diagnostic critique ne porte pas initialement sur l'anthropocène, mais sur l'éducation au management, notamment dans les business schools. Il se traduit notamment par la critique des implicites associés aux connaissances académiques ou aux pratiques managériales ou aux organisations sous l'angle des relations de pouvoir, de l'idéologie implicite aux organisations, et l'accent est souvent mis sur les inégalités et la demande d'une justice sociale. C'est plutôt la dimension sociale de l'organisation qui est mise en avant, en particulier le rôle des communautés minorées. Et la visée de la critique, elle est souvent émancipatrice, même s'il y a un ensemble de débats récents sur cette question. Mais on va dire que historiquement, la portée critique du diagnostic est de viser une émancipation du monde dans lequel nous vivons pour une société plus juste, plus démocratique, qui redonne de l'autonomie aux minorités, qui les démarginalise. Et il y a eu un ensemble de travaux qui ont montré l'insuffisance de ce diagnostic, notamment à l'égard des business schools, parce que les enseignants qui adoptent ces perspectives critiques dans les business schools sont au service d'une économie capitaliste mondiale et occidentale, et d'une partie intégrante de l'appareil qui promeut ses intérêts. Donc ils sont à l'intérieur de ce qu'ils critiquent. Ils sont plutôt, selon la formule d'Albert Memmi, des colonisateurs qui se refusent. Donc selon ces travaux, ce que peut faire au mieux une perspective critique dans une business school, c'est de faire une pédagogie du refus de la situation pour des êtres, des enseignants-chercheurs, qui ont une sorte de conscience d'être à l'intérieur de ce qu'ils critiquent. Mais l'émancipation, en quelque sorte, est impossible. Alors, quelle alternative si l'émancipation est insuffisante, voire impossible? Suite à ce diagnostic un peu critique, Martin Parker a proposé une solution un peu radicale qui consiste à dire bon bah pas d'émancipation, mais on va fermer carrément les business schools pour se diriger, substituer à la business school une perspective alternative qu'il appelle School of Organizing, une école de l'organisant, d'autres formes que pourrait prendre l'organisation. Réduit un peu assez simplement, l'argument de Martin Parker est le suivant. Les enseignements dans les écoles de gestion sont trop exclusivement centrés sur une forme paradigmatique d'organisation, qui est l'entreprise, qui est elle-même réduite à une seule finalité, qui est l'adéquation d'une proposition de valeur avec un marché, ce qu'il appelle le managérialisme du marché. Pour répondre à cette finalité, toutes les disciplines qui sont enseignées dans les business schools deviennent finalement des ingénieries exclusivement focalisées sur l'accompagnement des entreprises dans ce paradigme de l'entreprise et du marché. Et donc pour cela, donc c'est une raison pour Martin Parker de fermer en fait carrément les business schools pour lui substituer ce qu'il appelle une school of organizing. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Donc organizing ici, c'est qu'on s'intéresse au-delà de la forme entreprise à toutes les formes d'organisation. Donc là, voici quelques exemples. Les sectes, les villages, les files d'attente sont des organisations. Les pirates, il y a des organisations pirates. La mafia est une organisation. Et j'ajoute un autre élément, on va dire un peu plus atypique par rapport à la question des formes organisationnelles, qui vient de Thor Ernest, qui décrivait dans un de ses ouvrages l'ouragan Katrina comme étant aussi une organisation. Donc pourquoi pas étudier des formes organisationnelles que pourrait prendre par exemple un ouragan comme Katrina. Donc l'organizing est partout et concerne toutes les disciplines, notamment SHS,
Donc tout le monde est un peu un théoricien des organisations à partir du moment, enfin dans les SHS, où le monde est fait d'activités organisantes bien au-delà de la forme paradigmatique de l'entreprise. Et finalement, l'organizing se résume à cet énoncé générique, c'est ce que les humains et les choses peuvent faire ensemble. Donc on voit bien, c'est important à mon avis cette, euh, ce statut de généricité parce qu'on voit que ça peut concerner beaucoup de choses. Il n'y a pas quelque chose finalement qui échappe sous sa forme collective, humaine, finalisée, à ce qu'on pourrait appeler l'organizing. Toutes les situations que nous vivons sont finalement rentrent dans l'organizing, sont, pour reprendre aussi une formule qui n'apparaît pas ici de Jacques Girin, une situation de gestion. Donc voilà, plus on a un niveau de généralité de l'énoncé décrivant le phénomène en question, plus les choses rentrent dans cet énoncé ou peuvent être subsumées sous le concept d'organizing. Donc un point important, c'est que face à ce diagnostic, c'est pas simplement en fait pour ces enseignants-chercheurs critiques, comment dire, une proposition de type théorique visant simplement à substituer une organisation à une autre. Je pense qu'il y a aussi l'expression on pourrait dire d'un trouble chez ces enseignants-chercheurs. Donc là, je cite le travail de Contou, où elle dit, donc on pourrait même s'en servir comme simplement un verbatim, assez personnel, où elle revient sur son expérience vécue, ce que fait finalement la fermeture d'une business school sur son travail et sur elle-même. Je dois avouer, dit-elle, que si les écoles de commerce étaient désormais un moment de l'histoire, des bâtiments dédiés à autre chose suite à une transformation radicale et progressive des relations de production et de la manière dont nous organisons nos sociétés, j'en serais heureuse. Oui, notre vie, telle que nous la connaissons, serait terminée. Donc il y a vraiment, c'est beaucoup plus qu'un énoncé, une proposition de type théorique. Je pense, ça interpelle à un moment donné l'expérience vécue des enseignants-chercheurs qui s'inscrivent dans ce diagnostic critique. Alors, est-ce que ça répond à notre question? Alors, en partie, hein, par exemple, la radicalité du fait de fermer une business school, bon, il faudrait préciser évidemment ce qu'on entend par fermer, ça répond en partie à la question, mais pas totalement. Alors, pourquoi pas totalement? Parce que, d'une part, le monde organisé et organisant ne peut pas s'arrêter. Donc, ça ne va pas dans le sens de la contre-proposition que je veux faire, puisque là, l'idée, c'est de se dire, en fait, on ne parle plus d'organiser, on parle d'organisant, et l'organisant est absolument partout. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à l'activité organisante. Donc la critique est elle-même sans fin. Il y aura toujours du boulot pour les enseignants-chercheurs critiques dans les business schools, puisque l'activité organisante est toujours présente partout dans ce que nous décrivons, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc d'une certaine manière, la critique existe sur le dos du monde qu'elle critique. Deuxième point, la fermeture envisagée ici renvoie uniquement aux organisations, aux institutions, pour leur trouver des substituts. Donc School of Organizing, on pourrait même imaginer par exemple que la business school n'existe plus ou avec le nom business school, mais voilà, laboratoire utopique de l'anthropocène ou quelque chose comme ça. Donc on pourra toujours trouver des substituts finalement à ces organisations ou au concept même de business school. Or la question que je pose, c'est est-ce que l'enjeu de la redirection, est-ce qu'il est réductible seulement à celui d'une substitution? Qu'est-ce qui maintient dans une business school, alors c'est la question à mon avis la plus importante, qu'est-ce qui maintient dans une business school, y compris dans les perspectives critiques, dans le diagnostic critique que je viens de rapidement dénoncer, le monde organisé? Donc pour répondre à cette question, bah, il faut s'intéresser à cette question du monde. Quel est le monde finalement? À quel monde s'adresse une business school? Comment mieux décrire ce monde organisé, organisant, qui est finalement un implicite de la business school. Il n'y aurait pas de business school si il n'y avait pas ces présupposés associés au fait que nous vivons dans un monde organisé ou organisant. Donc, je reviens un petit peu sur les éléments que j'avais abordés dans l'introduction. Donc, les entités, alors le monde organisé, donc les entités constitutives du monde dans lequel nous vivons sont ou seraient des organisations. Tous les êtres, y compris les non-humains,
Et leurs problèmes sont pris dans ce monde, ils sont reliés par et pris en charge par des organisations. Rien n'échappe, en quelque sorte, il n'y a pas un être en fait qui n'est pas relié à un moment donné ou à un autre par une organisation. Et ça résonne assez, cette notion de monde organisé que je propose ici, avec des travaux un peu plus anciens, notamment de Félix Guattari, à propos du capitalisme. Félix Guattari, avec une notion notamment qui est celle de capitalisme mondial intégré, donc il définissait de la manière suivante: le capitalisme contemporain peut être défini comme capitalisme mondial intégré parce qu'il tend à ce qu'aucune activité humaine sur la planète ne lui échappe. On peut considérer qu'il a déjà colonisé toutes les surfaces de la planète et que l'essentiel de son expression concerne à présent les nouvelles activités qu'il entend surcoder et contrôler. Donc cette dernière partie, donc on a déjà parlé du côté, on va dire, coloniser en fait toutes les surfaces et finalement attraper, prendre à peu près toutes les entités du monde. Mais ce qui est intéressant dans ce propos, c'est la fin de ce propos, c'est surcodage et contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce contrôle pour Félix Guattari s'opère par ce qu'il appelle des régimes sémiotiques. Donc c'est ça, c'est la perspective que je vais prendre aujourd'hui pour travailler sur ces implicites qui sont associés au monde organisé. Le monde organisé ne repose pas simplement sur des organisations ou des activités de production, par exemple. Il repose également sur ces régimes sémiotiques. Ça produit un ensemble de régimes, de signes, d'images, que je vais requalifier de clichés par la suite, en m'appuyant sur Gilles Deleuze. Donc ces régimes sémiotiques concernent l'ensemble des activités humaines, économiques, juridiques, technoscientifiques ou de subjectivation. C'est-à-dire que même les personnes, donc ça c'est aussi dans le sillage des travaux de Foucault notamment, sont produites, les sujets sont produits par ces régimes sémiotiques associés à ce que Guattari appelle le capitalisme mondial intégré, ou ce que j'appelle ici le monde organisé. Ça résonne également avec ce que Erin Manning appelle la politique identitaire centrale. Je pense qu'il y a un lien fort entre régime sémiotique et politique identitaire centrale, parce qu'on est identifié par ces régimes. Ça identifie des activités économiques, un business model est identifié par ce régime sémiotique, le droit peut être identifié par ce régime sémiotique associé au capitalisme mondial intégré. Donc, ce que dit Manning par rapport à cette politique identitaire centrale, c'est que c'est cette politique qui façonne nos évaluations. C'est pas nos évaluations au sens où nous produisons des évaluations, c'est plutôt cette politique qui fabrique en quelque sorte nos évaluations, et en particulier qui porte sur quelle vie mérite que l'on se batte pour elle, mérite d'être éduquée. Donc il y a déjà des évaluations sur, on peut imaginer une business school par exemple, une institution d'enseignement, il y a déjà une évaluation produite par le capitalisme mondial intégré. Quelles sont les vies qui méritent de vivre, méritent d'être sauvées. Donc je vais donner un petit exemple ici que j'aime bien, mais que j'attrape par un autre côté, qui est une campagne en fait, alors un peu promotionnelle et aussi, on va dire, enfin promotionnelle dans le sens où elle met en avant un peu le caractère RSE hein, de SAP, hein, de l'intérêt que peut porter SAP pour le monde, et là en l'occurrence pour le sort des rhinocéros et des personnes qui sont associées à leur sort, et pour bien montrer un peu comment se fabrique ou comment se manifeste ce régime sémiotique. Donc là, dans cette campagne, SAP souhaite en fait sauver les rhinocéros et en même temps aider les pauvres. Voilà. Les pauvres qui sont, parce que c'est le terme hein, qui est utilisé, donc c'est un problème épineux pour SAP, hein, c'est un problème difficile, on ne peut pas faire de la résolution de problèmes facilement, donc il faut s'engager et réfléchir à une forme de design hein, d'une application, hein, ça ne passera que par une technologie, pour essayer de mieux faire fonctionner le monde. Évidemment, ça passe par le business, ça passe par le modèle de l'entreprise.
Donc du coup, prise en charge des rhinocéros, des personnes qui sont pauvres, qui sont obligées de faire du braconnage euh, pour répondre à une demande, etc. Donc du coup, il nous faut une solution technologique. Une solution technologique que prend en charge évidemment SAP et qui permet de connecter les éléphants, les rhinocéros, les personnes qui sont pauvres, qui sont obligées de faire du braconnage, et aussi la mission, hein, la mission de SAP, dans l'esprit un peu entreprise à mission, un peu aussi RSE. Et vous irez voir l'ensemble de clichés hein, ou de régimes sémiotiques qui sont associés à cette petite vidéo que je ne passerai pas dans cette présentation. Vous avez le lien juste en bas. Donc, j'ai parlé de régime sémiotique et de clichés. Donc, de quoi s'agit-il? Donc là, j'aborde finalement cette notion de régime sémiotique sous l'angle des clichés, tel que ça a été proposé notamment par Gilles Deleuze, qui a consacré deux ouvrages sur l'image cinématographique, mais il faut entendre non pas deux ouvrages sur le cinéma, mais plutôt sur ce que Félix Guattari appelle régime sémiotique, associé peut-être à l'image cinématographique. Dans le nouveau type, dans le cinéma d'après-guerre, il y a un nouveau type de personnage qui apparaît. Donc ce cinéma, c'est plutôt le néoréalisme et la nouvelle vague. Et ces personnages ne réagissent plus à ce qui leur arrive. Et ils développent, nous dit Deleuze, une capacité de voir et de faire voir plus que d'agir. Ils n'agissent plus, ne réagissent plus en fait à ce qui leur arrive. Les trajectoires habituelles d'action sont rompues, il y a une rupture de l'image-action dans ce type de cinéma. Et ces personnages deviennent des médiums, Deleuze utilise aussi le terme de voyants. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une puissante organisation de la misère et de l'oppression. C'est-à-dire que autant il voit pas en fait si on montrait le petit film des SAP voilà, il verrait pas ça. Il verrait dans l'image de ce que essaye de faire SAP en connectant les rhinocéros, les personnes, les éléphants et la mission. En fait, il verrait plutôt une puissante organisation de la misère et de l'oppression. Donc ils arrivent à voir quelque chose, à arracher finalement une image au cliché. Donc ce qui s'effondre chez eux avec cette vision, ce sont les clichés. Donc il y a un effondrement, et d'ailleurs Félix Guattari parle aussi d'un effondrement des régimes sémiotiques. Donc il y a un effondrement des clichés qui dans les situations quotidiennes, les situations limites, nous permettent de supporter, d'approuver, d'agir en conséquence. Voilà, cette politique un peu identitaire centrale dont parlait Erin Manning. Les clichés sont des images mobilisatrices qui nous donnent quelque chose à faire, à dire, en particulier lorsqu'une situation déborde nos capacités habituelles à la supporter. C'est-à-dire que ce que fait le cliché, en fait, c'est il nous rend supportable l'insupportable. Hein. Il nous mobilise là où justement on pourrait se dire je suis paralysé. Je n'arrive plus à agir dans le monde, mais le cliché va nous aider finalement à développer un schème d'action qui va nous permettre de supporter l'insupportable et donc de nous protéger d'une certaine manière du trouble. Donc ce sont des schèmes affectifs qui nous donnent l'impression de pouvoir contrôler une situation qui déborde. Donc c'est d'ailleurs une proposition qu'avait fait Stefano Arne dans un de ses articles. Finalement, est-ce que le management n'est pas un cliché? Est-ce qu'on n'est pas au cœur même de ce qu'on appelle le management, c'est-à-dire essayer de retrouver ce pouvoir de contrôler une situation euh, en s'appuyant ici sur des régimes sémiotiques ou des schèmes affectifs? Comment j'utilise cette image cliché vis-à-vis de la problématique un peu de cette présentation? C'est, je dirais, le fait que le cliché fondamental sur lequel repose le monde organisé, c'est l'orgocentrisme. Alors, ce que je propose d'appeler ici l'orgocentrisme, c'est pas très joli, mais bon, on va quand même le garder pour l'instant. Donc, c'est pas l'anthropocentrisme, hein, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse dans le monde organisé, c'est le fait que l'organisation et la gestion ont une tendance, qui est à mon avis plus qu'une tendance, à se poser au centre du monde. Donc, ils constituent un monde à leur image et à leur usage. Donc un monde organisé à partir duquel se construit un schème d'action qui oriente l'ensemble des humains et des non-humains. Et c'est, selon moi, ce qui produit une perte du monde, c'est-à-dire ce qui nous empêche en fait d'appréhender, de voir quelque chose d'intolérable au-delà du cliché et qui ressemble
renvoie plutôt au monde en ruine. Donc cette perte du monde, on pourrait aussi la traduire par le terme d'acosmie, c'est-à-dire une perte du monde. Alors c'est pas le monde organisé, hein, c'est le monde organisé qui nous maintient en quelque sorte avec des régimes sémiotiques, des clichés qui nous empêchent d'appréhender le monde. Et là j'ai pris deux images en fait qui sont associées au néoréalisme notamment. Au cinéma avec ce que proposait Gilles Deleuze, ces fameux personnages qui n'arrivent plus à agir, à réagir par rapport au monde. Alors ce qui est important là par rapport au mot ruine, hein, c'est que là on est en haut avec Rossellini, donc dans Allemagne année zéro. Donc là c'est des vraies ruines, mais c'est pas ce concept-là que je vais mobiliser, puisque en bas en fait vous avez un film d'Antonioni, de Des Arts Rouges. C'est aussi une ruine en fait. Hein. La centrale en question, il faut la percevoir également comme une ruine. Alors cette citation de Montebello, peut-être de Pierre Montebello, pour illustrer un peu cette notion d'acosmie et pour être en lien un peu avec aussi Félix Guattari et Deleuze. Donc avec la ligne de mort du capitalisme, il est clair que ce n'est pas seulement la Terre qui est absolument déterritorialisée par un flux global, ce fameux capitalisme mondial intégré, ce sont aussi les êtres humains qui se retrouvent à errer sur une Terre dévastée en ayant perdu toute capacité à établir un lien quelconque entre les choses, tout moyen d'associer résistance et consistance. Alors c'est là où, à mon avis, dans la deuxième partie de cette citation, où on peut entrevoir quelque chose qui pourrait être un trouble, ou un effondrement des clichés, des schèmes sensorimoteurs qui nous permettaient finalement d'appréhender le monde comme étant connecté par des organisations, un peu comme dans l'exemple de SAP. Et ce que je propose ici, c'est de dire que l'apprentissage repose sur la mise en trouble de ces images sensorimotrices. Donc pas simplement comme on pourrait le voir chez des personnages au cinéma, mais par exemple chez des étudiants dans une business school. Donc quelles sont les conséquences pédagogiques Je dirais, faire l'épreuve du trouble, en fait, passerait par apprendre à vivre dans et avec un monde en ruine. Alors un monde en ruine, voilà, pour illustrer, pour vraiment montrer que la ruine n'est pas comment dire, la destruction d'une infrastructure, mais plutôt, je m'appuie sur le concept de ruine tel qu'il a été notamment proposé par Anna Tsing. La ruine est un processus, la ruine est ce que produit en quelque sorte le capitalisme mondial intégré. On vit dans les ruines du capitalisme, dans les interstices que produit le capitalisme. Et c'est notre monde. Alors voilà, une contre-proposition très claire, c'est-à-dire que ce qui est là où dans le monde organisé, on dit bah, les organisations sont devenues notre maison commune, les entités, les acteurs organisationnels constituent le monde dans lequel nous vivons. Ce que dit Anna Tsing, c'est que ce sont les ruines qui sont devenues plutôt notre maison commune. Donc là, à droite, en fait, c'est Tignes, donc c'est une station de ski. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'apprendre à voir Tignes, donc une station de ski qui apparemment, là, en tout cas sur la photo, n'a pas trop de problèmes, c'est assez beau, bucolique, etc. Et ben en fait c'est une ruine, c'est un processus de ruination, notamment confronté à cette question de l'indisponibilité de la neige. Même lorsqu'elle est présente, là en l'occurrence elle est présente, mais en fait il y a quelque chose de plus grand, de plus important, euh, qu'on pourrait même qualifier d'hyper-objet, qui est l'indisponibilité de la neige. Euh, Tsing nous dit, donc, contre le modèle d'un progrès indéfini, nous devons apprendre à vivre dans les ruines du capitalisme, et nos vies sont devenues précaires. C'est pareil, c'est plutôt que d'être dans cette politique d'identification associée au capitalisme, il faudrait voir plutôt nos vies comme des vies précaires. Donc il s'agit, et ça je pense que c'est important aussi en termes d'apprentissage, d'explorer l'indétermination et les conditions de précarité. C'est-à-dire appréhender, au-delà des clichés associés au monde organisé, nos conditions d'existence dans ce monde. C'est-à-dire, nous dit Tsing, ce qu'est la vie sans promesse de stabilité. Ça c'est un point, alors ça a l'air de rien quand c'est dit comme ça, mais en fait
ça effondre une grande partie du management stratégique, hein, qui est basé justement sur une promesse de stabilité, hein. L'organisation essaye toujours de s'adapter à son milieu, le transforme pour le faire sien, et en quête d'équilibre en permanence. Ben là, non, il n'y a pas de promesse de stabilité. Est-ce que ça, c'est intégrable dans un cursus d'apprentissage dans une business school? Le monde en ruine n'est pas un monde, donc n'est pas le monde organisé, dont les humains seraient les principes organisateurs exclusifs, c'est un monde en train de se défaire. Et pareil, hein, si on prend les slogans, notamment des business schools, c'est souvent lié au fait de faire, de fabriquer le futur, le monde, de contrôler un peu la situation, ou de se battre, hein, contre enfin, voilà, le changement climatique. On peut imaginer même une business school qui va essayer de retrouver une forme d'équilibre, d'adaptation par rapport à cette question de l'anthropocène. Et évidemment, ce n'est pas la perspective que je propose ici. Donc apprendre avec et dans les ruines. Donc Tsing se dit agnostique quant à une direction qui serait en train d'être prise de manière inéluctable. Donc donc ça veut dire qu'elle ne veut pas être déterministe, il s'agit plutôt de chercher du côté de ce qui a été ignoré, hein, de ce qui n'a jamais concordé avec la linéarité du progrès. On pourrait utiliser cette phrase avec qu'est-ce qui a été ignoré par les régimes sémiotiques associés au capitalisme. Qu'y a-t-il d'autre, finalement, au-delà de ces régimes sémiotiques? Donc la redirection des apprentissages en sciences de gestion passe d'abord par l'épreuve du trouble. Donc là, il y a des travaux qui sont très intéressants en sciences de l'éducation, alors pas en France, mais notamment en sciences de l'éducation qui prennent l'anthropocène comme étant vraiment un phénomène de rupture paradigmatique en sciences de l'éducation. Donc l'anthropocène a rendu le familier étrange et l'étrange familier. Donc ça peut en effet être intéressant à utiliser, notamment dans des workshops qui vont travailler notamment sur cette question des images. Donc en troublant les dualismes, par exemple, entre nature, culture, humain, non-humain, spectaculaire, banal, cet apprentissage provoque une expérience de l'étrangeté, nous invitant à renoncer aux standards de normalité. Ce que je veux dire par là, c'est que là l'enjeu en fait, c'est pas de faire un cours sur l'anthropocène, mais bien de travailler sur les régimes sémiotiques, sur les clichés, sur les images clichés qui sont associées au capitalisme mondial intégré, au monde organisé. Et c'est de troubler ces clichés. Donc c'est pas simplement expliquer pourquoi certains anthropologues proposent de dépasser les dualismes. C'est pas simplement un enseignement en fait de ce type-là, c'est plutôt quelque chose qui va provoquer un apprentissage par le trouble. Donc, parmi les standards de normalité, je dirais que se trouve l'homme se pensant organisateur ou réparateur du monde. Donc voilà, est-ce que le business school peut aujourd'hui mettre en trouble ce standard de normalité qui pose l'homme comme organisateur, designer même, ou réparateur du monde, et la gestion humaine comme solution pour les futurs de la Terre. Donc que reste-t-il à apprendre face à l'épuisement du possible? L'épuisement du possible, c'est c'est le trouble auquel nous confronte l'effondrement des clichés, c'est-à-dire des principaux régimes sémiotiques que produit le capitalisme mondial intégré. Et quelque part, enfin, l'effondrement des clichés nous permet de voir ce que nous avions sous les yeux. Donc ce n'est pas du tout une substitution d'un autre monde au monde dans lequel nous étions. Ce n'est pas de dire, par exemple, le monde en ruine ne se substitue pas au monde organisé. C'est simplement apprendre à voir, au-delà de ces régimes sémiotiques, de ces clichés, le monde organisé comme un monde en ruine. Et c'est, me semble-t-il, à ce point de rencontre ou de choc que se situe une première étape de la redirection écologique de l'apprentissage en sciences de gestion dans ces business schools. Donc l'apprentissage rencontre un événement qui manifeste à la fois le possible épuisé et d'autres possibilités de vie. Donc là, tous les cas, je veux dire, d'organisation dans l'anthropocène sont possibles pour travailler. Et c'est pas simplement, évidemment, je rappelle que c'est pas simplement l'organisation
en ruine au sens où, par exemple, pour une station de ski, on travaillerait sur les stations fantômes ou des choses comme ça, des stations qui ne peuvent plus poursuivre leur activité. Ça peut être très bien des organisations justement comme Tignes. Donc du coup, qu'est-ce qui est épuisé? Quelles sont les trajectoires finalement qui sont épuisées et quelles possibilités existent dans les interstices de ces ruines? Donc il s'agit de confronter d'abord l'apprentissage à l'épuisement du possible. Donc du coup, le possible n'est plus en fait abordé sous l'angle d'une instance de réalisation, c'est-à-dire d'une projection. Dans une présentation précédente que j'avais donnée pour un séminaire organisé par Guillaume Blum pour l'école de design de Laval, je parlais de déprojection du monde. Or, c'est justement cette déprojection du monde consiste à ne plus considérer le possible sous l'angle d'un projet, mais plutôt de ce que le philosophe Zurabishvili appelait un néant de volonté. Donc c'était un philosophe spécialiste de Gilles Deleuze, un néant de volonté que nous on pourrait dire un néant de projection, la désaffectation à l'égard des enjeux reconnus, c'est-à-dire là, dans cette reconnaissance, il faut entendre les régimes, ce qu'opèrent ou ce que produisent ces régimes sémiotiques, cette politique d'identification centrale dont parle Manning, est la résultante d'une rencontre avec le monde. Donc il s'agit de désaffecter, de déprojeter, de faire s'effondrer ces régimes sémiotiques pour rencontrer le monde dans l'Anthropocène, de l'Anthropocène, qui est ce monde en ruine. Donc on ne fait l'expérience du possible comme tel, c'est-à-dire du possible comme puissance, que dans sa chute ou son épuisement. C'est pas non plus une négation du possible, c'est de dire simplement que le possible n'est pas simplement un possible infini lié à une projection du monde. Donc un des impacts, une des conséquences plutôt pédagogiques pour l'enseignement et l'apprentissage en sciences de gestion, en confrontant cet apprentissage à la redirection écologique, consiste à sortir de l'orgocentrisme, le fait d'appréhender finalement le monde sous l'angle du monde organisé, c'est-à-dire où l'organisation est l'entité constituante du monde dans lequel nous vivons. Et sortir de l'orgocentrisme nous permet d'appréhender le monde de la Terre et pas seulement celui de la mondialisation. Donc les humains existent dans un monde dans lequel d'autres êtres sont interreliés, ils coexistent avec d'autres êtres hétérogènes avec lesquels ils consistent ou avec lesquels, pour reprendre cette formule de Donna Haraway, ils compostent, ils composent et ils compostent. C'est-à-dire qu'il y a cette relation de vivre et mourir dans ce monde en ruine. Et donc la redirection écologique des apprentissages, de ce point de vue, est cosmomorphe, pour emprunter le terme à Pierre Montebello, qui évoque par là ce qui n'est pas acosmique, c'est-à-dire ce qui est une relation de consistance entre les êtres, et pas du tout ce que ne peut pas finalement faire le monde organisé. Donc l'enjeu de la redirection écologique des apprentissages en sciences de gestion n'est pas de substituer un outil de gestion ou une organisation alternative au monde organisé, donc c'est évidemment pas le management de l'anthropocène, ce n'est pas non plus l'organizing, hein, ce n'est pas non plus sortir du modèle de l'entreprise, hein, comme on trouve beaucoup notamment dans l'innovation sociale, mais la redirection d'une trajectoire devenue inconsistante, hein, qui ne fait pas monde, hein, qui est acosmique, dans ce monde-ci, et non pas dans un autre monde. Donc cela revient rediriger, à défaire un certain nombre de choses, et voilà, si je devais trouver deux mots que j'emprunte à Montebello pour désigner cette première étape qui consiste à faire l'épreuve d'un trouble, je dirais voilà, c'est résistance et consistance. Hein. C'est pas simplement résister, et où la résistance ici n'est pas évidemment prise sous l'angle de l'émancipation, mais de la résistance aux clichés, au régime sémiotique qui s'impose à nous, et être en quête de consistance. Donc c'est pas simplement une société plus juste, etc. C'est consister avec le monde, ce qui n'annule pas les enjeux qui sont associés à la justice sociale, bien évidemment. Et toutes les disciplines de la gestion me semblent absolument concernées par cet enjeu de résistance et consistance,
concernant la redirection écologique des apprentissages. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous remercie beaucoup et vous dis à très bientôt.